De plus, sa vie privée est bien plus conflictuelle. Continuez à regarder pour en savoir plus sur la légende de Chuck aujourd'hui, à 84 ans. La fille de Chuck Norris confirme enfin ce que nous pensions depuis le début. Chuck Norris est bien plus complexe qu'il n'y paraît, et sa vie personnelle est bien plus passionnante et troublante qu'on pourrait le croire. Cette complexité trouve son origine dans son enfance. Il a grandi dans l'ombre de son père, vétéran de guerre, un homme à jamais marqué par ses expériences. L'enfance de Chuck Norris fut marquée par l'absence de son père due à la Seconde Guerre mondiale. Peu après la naissance de son jeune frère Wyland, leur père, Ray Norris, fut mobilisé. Dans ses mémoires, Against All Odds, My Story, Norris raconte l'angoisse ressentie par sa famille à l'annonce de la disparition de Ray. À son retour, Ray a été accablé par son expérience de la guerre, exacerbant ses problèmes d'alcoolisme. Norris a décrit avec éloquence les difficultés rencontrées par sa famille en raison de l'alcoolisme de son père. Il se souvient d'incidents pénibles, comme les menaces de son père pour obtenir de l'argent. Quand il était ivre, des broutilles le mettaient souvent « Ma scène souvent est en colère », écrivait Norris. Pendant que maman essayait de le calmer, Wyland et moi nous cachions dans la chambre. Malgré l'agitation à la maison, Norris trouvait réconfort et inspiration dans les cowboys qu'il voyait au cinéma. Il idolâtrait de ces personnages, les considérant comme des modèles positifs, contrastant avec l'influence négative de son père. Repensant à son éducation, Norris louait la force de sa mère tout en reconnaissant les difficultés de grandir avec un père prisonnier d'un cycle d'alcoolisme, de violence et d'excuses non tenues. Il apprit à ses dépens que son père ne changerait pas. Dans ses mémoires, contre toute attente, mon histoire, Chuck Norris a raconté avec franchise les difficultés rencontrées par sa famille à cause de l'alcoolisme de son père. Malgré l'espoir que son père arrête un jour de boire, Norris a réalisé avec douleur que cela avait peu de chances d'arriver. Il se souvient d'un incident particulièrement effrayant. Un soir, son père, Ivor, avait décidé de ramener la famille en Arizona depuis l'Oklahoma. Alors que son père conduisait imprudemment en état d'ivresse, la mère de Norris le supplia de s'arrêter, craignant pour leur sécurité. Malheureusement, les pires craintes de Norris se réalisèrent lorsque son père, conduisant sous l'influence de l'alcool, provoqua un accident mortel qui coûta la vie à une femme. Suite à sa condamnation, le père de Norris fut envoyé dans un camp de travail, où Norris et sa famille lui rendirent régulièrement visite, espérant que cela le dissuaderait de commettre un tel acte. Cependant, leurs espoirs furent anéantis lorsque son père recommença à boire à sa sortie, son comportement devenant de plus en plus erratique et violent. Norris intervint pour protéger sa mère lors d'une violente altercation. Armé d'un marteau, Norris affronte son père, trop ivre pour prendre la menace au sérieux. Ce fut un moment charnière pour Norris et sa famille, qui comprirent qu'ils n'avaient d'autre choix que de quitter définitivement leur environnement familial instable. L'enfance de Chuck Norris fut marquée par les difficultés liées à l'alcoolisme de son père, qui jeta une ombre sur leur vie familiale. Au lieu de profiter des activités typiques de son enfance, comme le sport ou les études, Norris se retrouva renfermé et introverti en raison de l'instabilité causée par la dépendance de son père, prénommé ainsi en son honneur. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, Chuck Norris ne s'appelait pas Charles à l'origine. Son vrai nom est Carlos Ray Norris. Son deuxième prénom lui a été donné en hommage à son père, Ray Norris, tandis que son prénom vient de Carlos Berry, un pasteur que son père respectait beaucoup. Malgré le passé militaire de son père, Norris choisit une autre voie et s'engagea dans l'US Air Force à la fin des années 1950. Il était stationné à la base aérienne Dawson, en Corée du Sud. C'est durant son séjour à l'étranger que Norris vécut deux moments clés. Français. Tout d'abord, il a acquis le surnom de Chuck, qui lui est resté à vie. Deuxièmement, il a découvert le Tang Soo Do, un art martial coréen, ce qui a déclenché sa passion durable pour les arts martiaux, l'armée de l'air américaine et la percée des arts martiaux. Après avoir rejoint l'armée de l'air américaine en 1958, Chuck Norris était stationné à la base aérienne d'Osan en Corée du Sud, où il a servi comme policier de l'air. C'est à cette époque qu'il acquit le surnom de Chuck et commença son entraînement au Tang Soo Do, un art martial qui deviendrait plus tard le fondement de sa propre forme, le Chun Kuk Do, le voile universel. De retour aux États-Unis, Norris poursuivit son service à la base aérienne de March, en Californie, avant d'être démobilisé en août 1962 avec le grade d'aviateur de première classe.
Après sa carrière militaire, Norris poursuivit une carrière dans les forces de l'ordre et postula pour devenir policier à Torrance, en Californie. En attendant son placement, il ouvre son propre studio d'arts martiaux où il commence à perfectionner ses compétences et à participer à des compétitions. Malgré des échecs initiaux, Norris persévère et améliore progressivement ses performances, remportant finalement des victoires importantes lors de tournois tels que les championnats internationaux de karaté et le championnat américain de karaté S. Henry Cho. Parallèlement à ses activités d'arts martiaux, Norris travaille également pour la Northrop Corporation et fonde une chaîne d'écoles de karaté. Ces écoles attiraient une clientèle prestigieuse, dont des célébrités comme Steve McQueen, Bob Baca et Priscilla Presley. Début 1968. Chuck Norris connut la défaite finale de sa carrière en arts martiaux compétitifs, victime d'une défaite surprise face à Louis Delgado. Cependant, le 24 novembre 1968, Norris se vengea de cette défaite et remporta le titre de champion professionnel de karaté poids moyen, titre qu'il conserva pendant 6 années consécutives. Un record impressionnant. Quelques mois plus tard, le 1 avril 1969, Norris défendit avec succès son titre de champion américain de karaté lors d'un tournoi, à la ronde organisée dans le cadre du tournoi des champions de karaté d'Amérique du Nord. La même année, Norris remporta sa 2e victoire consécutive au championnat américain de karaté, marquant ainsi la fin de sa carrière de compétiteur avec un palmarès invaincu. Au cours de sa carrière de compétiteur, Norris eut l'occasion de rencontrer et de se lier d'amitié avec Bruce Lee, connu pour son rôle dans la série télévisée Le Frelon Vert. Leur amitié s'étendait au-delà des relations personnelles et s'étendait à l'entraînement et à la collaboration dans le domaine des arts martiaux. En 1969, Norris maintint sa domination dans le monde des arts martiaux en défendant avec succès son titre de champion du monde lors du championnat international de karaté qui se tenait le premier week-end d'août. Cette prestigieuse compétition attirait des champions de tous les États-Unis et plusieurs participants internationaux pour les préliminaires. Norris a non seulement conservé son titre, mais a également remporté la triple couronne de karaté pour avoir remporté le plus grand nombre de tournois de l'année. Il a également été élu combattant de l'année par le magazine Black Belt pour sa contribution exceptionnelle à ce sport. Parmi ses exploits en arts martiaux, Norris a fait ses débuts d'acteur dans le film de Dean Martin, Les Démolisseurs, marquant le début de sa brillante carrière dans l'industrie du divertissement. Premiers rôles et percées en 1972. Chuck Norris a fait une percée significative dans sa carrière d'acteur en incarnant l'ennemi juré de Bruce Lee dans le chef-d'œuvre d'arts martiaux, Le Voyage du Dragon, sorti sous le nom de Le Retour du Dragon, aux États-Unis. Le film a remporté un immense succès, rapportant plus de 5,3 millions de dollars au box-office de Hong Kong, dépassant les records précédemment établis par les propres films de Lee comme The Big Boss et La Fureur de vaincre. Notamment, La Voix du Dragon est devenu le film le plus rentable de 1972 à Hong Kong et a connu un succès mondial, rapportant environ 130 millions de dollars dans le monde. Ce rôle pivot a catapulté Norris vers la célébrité, jetant les bases de son illustre carrière dans l'industrie du divertissement. En 1973, Norris élargit son répertoire d'acteurs en apparaissant dans le film de Jonathan Kaplan, Les Élèves du Maître, démontrant ainsi sa polyvalence au-delà du domaine des arts martiaux. L'année suivante, l'acteur Steve McQueen, qui était à la fois élève et ami de Norris en arts martiaux, découvrit son potentiel et le poussa à suivre des cours de théâtre à la MGM. Encouragé par le mentorat de McQueen, Norris s'aventura à Hollywood avec une confiance retrouvée. La même année, il incarne le rôle secondaire du principal antagoniste dans Le Tigre au visage jaune de Lowey. Dans ce film, Norris incarne un redoutable baron de la drogue de San Francisco, exerçant son pouvoir sur le milieu criminel et influençant même la police locale. La domination de son personnage est remise en question par un jeune policier courageux qui affronte la corruption de front. Initialement sorti en salles aux États-Unis en 1981 sous le titre Slaughter in San Francisco, le film s'est fait remarquer grâce à sa production ancienne et à petit budget, mettant en vedette Norris dans le rôle principal, présenté dans le cadre d'une double programmation aux côtés d'autres films d'action et de genre. Il a su exploiter la notoriété grandissante de Norris pour attirer le public. Décrit comme un film d'action d'arts martiaux à budget modeste, Slaughter in San Francisco a capitalisé sur la notoriété croissante de Norris dans l'industrie cinématographique.
En 1975, Chuck Norris s'est lancé dans la littérature avec la publication de son premier livre, Winning Tournament Karate. Cet ouvrage fondateur explore les aspects pratiques de l'entraînement en compétition à tous les niveaux, offrant des conseils sur l'exécution d'attaques rapides, le conditionnement physique, les exercices de combat et la maîtrise des techniques de combat en un seul pas. Cet ouvrage est devenu une ressource précieuse pour les artistes martiaux cherchant à améliorer leur compétitivité. Passant du monde littéraire au cinéma, Norris a décroché son premier rôle principal dans le film Breaker. Malgré plusieurs offres de films d'arts martiaux, Norris a opté pour un projet privilégiant la narration et la résonance émotionnelle aux simples séquences d'action. Ce choix s'est avéré payant. Le film à petit budget a dépassé les attentes et a remporté un succès considérable au box-office. En 1978, Norris décroche ce qu'il considère comme son premier rôle principal important dans Good Guys Wear Black. Malgré la réticence des grands studios à distribuer le film, Norris et son équipe adoptent une approche non conventionnelle, louant eux-mêmes les salles et encaissant directement les bénéfices financiers. Le film, tourné avec un budget modeste d'$1 million, dépasse les attentes en engrangeant plus de 18 millions de dollars au box-office. Good Guys Wear Black a marqué un tournant dans le cinéma américain d'arts martiaux. D'arts martiaux, faisant de Norris la première star locale des arts martiaux. S'écartant de la tendance dominante consistant à importer des films de kung-fu de Hong Kong, Norris a apporté une touche typiquement américaine au genre, infusant le récit de décors, de personnages, de thèmes et de connotations politiques locaux. Cette approche innovante a permis à Norris de se démarquer et a ouvert la voie à son succès futur dans l'industrie. En 1979, Chuck Norris poursuit sa série de rôles d'action avec A Force of One, incarnant Matt Logan, un champion du monde de karaté engagé pour aider la police dans une enquête. Le film, conçu lors de la tournée promotionnelle de Norris pour Good Guys Wear Black, a d'abord rencontré la réticence des studios. Cependant, il a surpassé les attentes en engrangeant la somme impressionnante de 20 millions de dollars au box-office, surpassant le succès de son précédent film. L'année suivante, Norris joua dans l'Octogone, un film qui se démarquait de ses précédents projets en introduisant des éléments de guerre ninja. Contrairement aux précédents, les grands studios manifestèrent leur intérêt pour ce projet, ce qui conduisit à sa distribution par American Cinema Releasing. L'Octogone fut un nouveau succès financier, engrangeant près de 19 millions de dollars de recettes au box-office. Poursuivant sa production prolifique, Norris apparaît dans Œil pour œil en 1981, puis dans le film d'horreur et d'action Rage Silencieuse en 1982. Rage Silencieuse marque une étape importante dans la carrière de Norris, car il s'agit de sa première collaboration avec un grand studio, Columbia Pictures. Cependant, le mécontentement de Norris face à la direction proposée par MGM conduit à l'annulation d'un contrat portant sur 3 films. En 1983, Norris a joué dans le film acclamé Lone Wolf McQuade, où il incarnait un Texas Ranger audacieux qui affronte un trafiquant d'armes interprété par David Carradine. Le film a été largement salué par la critique et le public et a été comparé aux westerns spaghetti emblématiques de Sergio Leone. Lone Wolf McQuade a notamment inspiré la future série télévisée de Norris, Walker, Texas Ranger. Outre ses activités cinématographiques, Norris a étendu son influence avec la publication de Toughen Up the Chuck Norris Fitness System. Ce guide d'exercice a consolidé son statut d'icône du fitness, offrant à ses fans des pistes pour atteindre le bien-être physique. Par ailleurs, 1983 a vu la sortie du jeu vidéo Chuck Norris Super Kicks, développé par Zonox pour diverses plateformes de jeux. Cette expérience interactive permettait aux joueurs d'incarner Norris alors qu'il libérait un otage, démontrant ainsi ses prouesses en arts martiaux dans un monde virtuel. Succès grand public. En 1984, Chuck Norris poursuit sa domination cinématographique avec la sortie de Portées disparues, réalisé par Joseph Zito. Ce film marque le début d'une série de films fantastiques de sauvetage de prisonniers de guerre, où Norris incarne le colonel James Braddock. Produit par Menahem Golan et Yoram Globus sous la bannière Cannon Films. Ce film fut la première d'une longue série de collaborations entre Norris et ce duo de producteurs prolifiques. Norris dédia notamment ses films à son jeune frère Wieland, soldat de la Sainte-Une et Division Aéroportée, tragiquement tué au Vietnam en 1970.
Le succès de Missing in Action propulsa Norris vers de nouveaux sommets, l'imposant comme la star la plus en vue de Cannon tout au long des années 1980. L'année suivante, le public a pu découvrir Missing in Action 2, Le Commencement, une préquelle qui explorait les expériences déchirantes de Braddock dans un camp de prisonniers de guerre nord-vietnamien. Parallèlement, Norris a démontré sa polyvalence dans Code of Silence, un drame policier produit par Orion Pictures. Le film a été salué par la critique et le public, consolidant encore davantage le statut de Norris comme une star de film d'action rentable. Plus tard, en 1985, Norris revient à l'écran dans Invasion USA, toujours réalisé par Joseph Zito. Ce thriller bourré d'action met en valeur les talents d'arts martiaux de Norris, qui affronte un groupe de terroristes menaçant les États-Unis. Le film, avec ses séquences d'action palpitantes, séduit le public et contribue à la renommée grandissante de Norris au box-office. Poursuivant sa série de succès, Norris s'associe à la légende hollywoodienne Lee Marvin dans The Delta Force, sorti en 1986. Réalisé par Menahem Golan, le film met en scène Norris et Marvin à la tête d'une escouade d'élite des forces spéciales chargée d'affronter un groupe terroriste. The Delta Force rencontre un succès commercial, consolidant ainsi le statut de Norris comme superstar du cinéma d'action. Outre ses projets cinématographiques, Norris étendit sa présence au monde de l'animation avec la sortie de Karate Commandos en octobre 1986. Doublant une version de lui-même en dessin animé, Norris dirigea une équipe d'agents dans une série d'aventures pleines d'action. La série, bien que de courte durée, témoigna de la popularité durable de Norris et fut même adaptée en bande dessinée par Marvel. En novembre 1986, Chuck Norris se lançait dans une nouvelle aventure cinématographique avec la sortie de Firewalker, la comédie d'action et d'aventure de J. Lee Thompson. Dans cette comédie légère, Norris partageait l'affiche avec Louis Gossett Jr., dans le rôle de deux chasseurs de trésors chevronnés dont les aventures sont rarement couronnées de succès. Norris voyait dans ce projet l'occasion de mettre en avant une facette plus légère de sa personnalité, s'éloignant ainsi de ses rôles d'action plus sérieux. Gossett a salué la volonté de Norris d'accepter ce changement, reconnaissant son dévouement à se dépasser en tant qu'acteur. Si le film a reçu des critiques mitigées, certains le considérant comme un bel exemple de film d'action léger. D'autres étaient moins enthousiastes quant à ses mérites. Malgré cet accueil mitigé, Kevin Thomas du Los Angeles Times a apprécié le film, félicitant particulièrement les acteurs pour avoir su adopter l'esprit léger de l'histoire. Au box-office, Firewalker a engrangé des recettes respectables, totalisant 11 834 302 heures de lecture. En 1987, Norris a élargi son répertoire littéraire avec la publication de Le secret de la force intérieure, Mon histoire, un best-seller du New York Times. Dans ce livre, Norris a approfondi sa philosophie du développement personnel, offrant des éclairages tirés de ses propres expériences de vie et de son parcours personnel. L'année suivante, en janvier 1988, Norris reprend le rôle du colonel James Braddock dans Braddock Porté, disparu. 3. Réalisé par son frère Aaron Norris. Ce volet poursuit la saga des exploits de Braddock, consolidant ainsi son statut d'icône du cinéma d'action. Plus tard la même année, Norris joue dans Hero and the Terror, réalisé par William Tannen. Dans ce thriller captivant, Norris incarne un policier dévoué chargé d'appréhender un tueur en série notoire. Succès ultérieur. En 1990, Chuck Norris s'est imposé comme une véritable star du cinéma d'action, ses films ayant rapporté plus de 500 millions de dollars dans le monde entier. Il a été comparé à Bruce Lee et Clint Eastwood, gagnant le surnom de Bruce Lee blonde pour ses prouesses dans les rôles d'arts martiaux, tandis que son personnage de solitaire et robuste établissait des parallèles avec le personnage emblématique de l'inspecteur Harry, interprété par Eastwood. Cette année-là, MGM fit l'acquisition de la bibliothèque Cannon Films, offrant à Norris de nouvelles opportunités de montrer son talent au grand écran. Il collabora étroitement avec son frère Aaron, qui le dirigea dans une série de films d'action, dont Delta Force 2, Hitman, Sidekicks, Hellbound, Top Dog at Forest Warrior. En 1993, Norris se lance à la télévision avec la série d'action Walker, Texas Ranger, incarnant le personnage principal, le Sergeant Cordell Walker, membre des Texas Rangers. Norris a captivé le public par ses aventures palpitantes de lutte contre le crime aux côtés de son partenaire James Trevette.
La série a connu un immense succès, diffusée pendant 8 saisons sur CBS et poursuivant son succès sur diverses chaînes, notamment Hallmark Channel, Uter Walker, Texas Ranger. Norris a continué à participer à divers projets et initiatives télévisuelles. Il est apparu en tant qu'invité dans l'émission spéciale de Randy Travis, Wind in the Wire, en août 1993 et a été l'homme de main extérieur spécial lors du combat de cercueil lors de l'édition 1994 des Survivor Series de la World Wrestling Federation. En 1996, Norris a ajouté la paternité à son répertoire avec la publication de The Secret Power Within, Zen Solutions to Real Problems, qui offre aux lecteurs des pistes de solutions pratiques pour surmonter les difficultés de la vie. Il s'est également associé à Total Gym Home Fitness Equipment, apparaissant dans une série de publi-reportages télévisés aux côtés de Christy Brinkley depuis 1997. Norris a continué de diversifier son portefeuille télévisuel avec la première du téléfilm Logan's War Bound by Honor Leon en novembre 1998, où il a joué aux côtés d'Eddie Cibrian. Le film a attiré un nombre important d'audiences, se classant 3e parmi les 13 émissions les plus regardées de la semaine. Film suivant et célébrité sur Internet. Au début des années 2000, Chuck Norris a étendu sa présence à la télévision avec des rôles principaux dans des téléfilms de CBS. Il a incarné un agent secret dans L'Homme du Président et sa suite. L'Homme du Président, une ligne dans le sable, démontrant ainsi son talent pour le cinéma d'action. En 2003, Norris s'est lancé dans le cinéma chrétien surnaturel avec un rôle dans le film Les Cloches de l'Innocence. Il a également fait une apparition dans un épisode de la série télévisée Yes, Dear, diversifiant ainsi son répertoire d'acteurs. L'année 2004 marque un tournant comique pour Norris avec son apparition dans Dodgeball, une histoire d'outsider de Ross et Marshall Thurber. Jouant son propre rôle de juge lors d'un match de Dodgeball, Norris insufflait une dose d'humour au film et ravit le public. Le film est salué par la critique pour son humour osé et devient un succès au box-office, engrangeant 167,7 millions de dollars. La même année, Norris a partagé son histoire avec le monde entier en publiant son autobiographie « Contre toute attente, mon histoire », offrant au lecteur un aperçu de son parcours remarquable. Chuck Norris ne s'était pas limité à l'industrie du divertissement. En 2005, il a fondé le World Combat League, une compétition d'arts martiaux de full contact en équipe visant à promouvoir ce sport et à soutenir son programme Kickstart Kids. Norris a également fait son retour à la télévision avec la première du film du dimanche soir, Walker, Texas Ranger, l'épreuve du feu, le 17 octobre 2005. Reprenant son rôle emblématique de Cordell Walker, Norris a continué de captiver le public par ses exploits héroïques. Malgré le succès du film, les futurs projets de la série ont été freinés par la décision de CBS de cesser de programmer régulièrement les films de la semaine le dimanche soir. À cette époque, des faits concernant Chuck Norris ont commencé à circuler sur Internet, créant un véritable buzz. Ces anecdotes satiriques, créées par Ian Spector, exagéraient avec humour la dureté, l'attitude et la virilité de Norris, adepte de la parodie. Norris a même intégré certains faits dans ses apparitions publiques, participant à de grands talk-shows et remontant le moral des troupes lors de ses visites en Irak. Famille, malgré sa carrière réussie. Sa vie personnelle n'est pas toujours facile. Norris a épousé son amour de lycée, Diane Kay Holchuk, en décembre 1958, alors qu'ils n'avaient que 18 et 17 ans respectivement. Leur histoire d'amour a commencé en 1956. Lorsqu'ils se sont rencontrés pendant leurs années de lycée en Californie. Le couple accueillit son premier enfant, Mike, en 1962, suivi d'une fille née en 1963 d'une relation extra-conjugale, Eric. Leur deuxième fils naquit en 1964. Cependant, leur union connut des difficultés et, après 3 décennies de vie commune, Norris et Holchuk se séparèrent, finalisant leur divorce en 1989. La décision fut prise après leur séparation en 1988, lors de l'opération Delta Force 2. Le 28 novembre 1998, Norris épousa l'ancienne mannequin Gina O'Kelly, de 23 ans sa cadette. O'Kelly accueillit 2 enfants de son précédent mariage dans leur famille recomposée. La joie du couple s'est décuplée lorsque O'Kelly a donné naissance à des jumeaux le 30 août 2001.
Dans une révélation franche à Mary Hart d'Entertainment Tonight, le 22 septembre 2004. Norris a révélé qu'il n'avait rencontré sa fille illégitime, issue d'une relation précédente, que lorsqu'elle avait eu 25 ans. Bien qu'il ait appris sa paternité à l'âge de 16 ans, ce n'est qu'en 1990, un an après son divorce avec Diane Holchek, que Norris a pris contact avec elle. Leurs retrouvailles ont eu lieu après qu'elle lui eut écrit une lettre touchante détaillant leur relation. La mort de Lee Atwater l'a profondément affecté. D'après ses mémoires, Against All Odds, My Story, Norris s'est vu reconnaître par Lee Atwater, non seulement comme un républicain conservateur, mais aussi comme quelqu'un capable de renforcer l'image de dur à cuire de Bush. Cela a conduit Norris à de nombreuses apparitions en soutien à Bush et, chemin faisant, a noué une véritable amitié avec Atwater. Ce dernier était profondément ancré en politique depuis des années, s'étant notamment illustré en aidant Ronald Reagan à obtenir l'investiture présidentielle. Malheureusement, Atwater est décédé en 1991. À l'âge de 40 ans, sa mort subite est survenue après un malaise lors d'un discours, lorsqu'on lui a diagnostiqué une tumeur cérébrale inopérable. Dans les dernières semaines de sa vie, la santé d'Atwater s'est rapidement détériorée, modifiant radicalement son apparence. Norris a raconté avoir été parmi les rares personnes autorisées à lui rendre visite durant cette période. Il a décrit comment l'état d'Atwater l'empêchait de parler plus bas qu'un murmure. En repensant à sa visite, Norris se souvient avoir embrassé Atwater sur le front avant de quitter la chambre d'hôpital, submergé par l'émotion. Il a admis qu'il n'avait pas pu retenir ses larmes et qu'il avait pleuré à chaudes larmes dans sa voiture par la suite. La disparition soudaine d'Atwater a profondément marqué Norris, le poussant à affronter sa propre mortalité. Il a compris que si une personne aussi influente qu'Atwater pouvait être frappée si rapidement, cela lui rappelait brutalement sa propre vulnérabilité. Sa femme a été atteinte d'une maladie dévastatrice. En 2017, les fans de Chuck Norris ont commencé à remarquer son absence des projecteurs, et il a révélé que son attention s'était portée sur les problèmes de santé de sa femme, Gina. Leur parcours les a conduits à dénoncer les dangers des produits de contraste pour IRM. Le calvaire de Gina O'Kelly a commencé par une IRM visant à évaluer son risque de développer une polyarthrite rhumatoïde. Cependant, les conséquences furent dévastatrices. Elle présenta divers symptômes, dont des tremblements, des engourdissements et des troubles cognitifs. Dans une interview accordée à CBS, ils ont raconté son expérience pénible, marquée par de multiples visites aux urgences, des séjours hospitaliers prolongés et des factures médicales totalisant 2 millions de dollars. Les traitements impliquaient la réparation de son système nerveux central et la recherche de thérapies par cellules souches en Chine. Norris a décrit la peur et l'impuissance qu'il a ressentie en voyant la santé de sa femme décliner sous ses yeux. Il a souligné que leur engagement allait au-delà du combat personnel de Gina pour sensibiliser le public à la maladie des dépôts de gadolinium, qui touche d'autres personnes atteintes de maladies similaires. Dans un premier temps, ils ont intenté une action en justice de 10 millions de dollars contre les fabricants du colorant impliqués dans la maladie de Gina. Cependant, ils ont finalement retiré leur plainte sans parvenir à un accord. Quelle était la valeur réelle de Chuck Norris? La célébrité et le succès de Chuck Norris ont sans aucun doute contribué à sa richesse, Forbes estimant sa fortune à 70 millions de dollars. Si ce chiffre peut dissiper certaines plaisanteries les plus farfelues sur sa situation financière, il est clair qu'il a connu un succès considérable au cours de sa carrière. Figurant parmi les acteurs d'arts martiaux les plus accomplis de l'histoire américaine, Norris a consolidé sa place de trésor national. Ses contributions à l'industrie du divertissement, notamment à travers ses rôles à la télévision et au cinéma, lui ont valu une reconnaissance et une admiration considérables. En 2010, Norris a reçu un honneur prestigieux en étant nommé membre honoraire des Texas Rangers par le gouverneur Rick Perry. Cette reconnaissance souligne non seulement l'importance culturelle de Norris, mais aussi son impact sur la sensibilisation aux Texas Rangers, tant au niveau local qu'international, grâce à son travail à la télévision. Chuck Norris reste actif et se sent comme s'il avait 48 ans pour son 84 et anniversaire. Chuck Norris, aujourd'hui âgé de 84 ans, ne montre aucun signe de ralentissement. En réalité, il se sent bien plus jeune que son âge ne le suggère. L'acteur et artiste martial légendaire, connu pour son personnage de dur à cuire dans la culture populaire, a fêté ses 84 ans en affichant sa vitalité inébranlable dans une vidéo publiée sur Instagram. Dans la légende de la vidéo,
Norris explique qu'il se sent bien et reste actif. Les images démontrent ses impressionnantes prouesses de beauté, masse-ouest de boxeur, accompagnées de la remarque suivante. Malgré sa dernière apparition dans un film d'action en 2012, dans The Expendables 2, aux côtés de stars emblématiques comme Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger, Norris a conservé ses prouesses physiques. Bien que ses apparitions à l'écran aient été limitées ces dernières années, Norris a maintenu sa santé et sa forme physique. Cependant, les fans ont été ravis lorsqu'il a annoncé son retour au cinéma dans le prochain film, Agent Recon, où il incarnera le personnage du capitaine Alistair.